Si l'on s'intéresse un peu à la pop culture japonaise, difficile de passer à côté des yokai, les monstres et fantômes du folklore japonais. Leur omniprésence au sein des contes médiévaux les ont ancrés durablement dans l'imaginaire collectif. Et les yokai sont toujours une source d'inspiration pour les auteurs d'aujourd'hui. Les contes du Moyen-Âge, dépeignant des créatures cruelles et des dieux capricieux, ont laissé place à des histoires plus humanistes, la peinture du monstre étant une astuce pour en fait parler de l'homme. Par exemple, certains films des studios Ghibli dépeignent un conflit entre la nature humaine destructrice mais vulnérable aux caprices de la nature et le monde fantastique des yokai vivant en phase avec leur environnement mais incapables de s'adapter à un monde qui change à toute vitesse. Je vais dans cette vidéo traiter de 5 mangas pour 5 façons de traiter le mythe du yokai. L'ogre est l'un des monstres les plus universels. On le retrouve dans les contes de bien des folklores. Il est donc tout naturel que son cousin japonais ne fasse pas exception. Moonlight Act fait intervenir toutes sortes de personnages venant de contes plus ou moins célèbres et forcément, dans le lot se trouvent un ou deux de ces fameux Oni. Conscients de leur nature fictive, les personnages de contes se voient être les acteurs de la tragédie qu'est leur vie. En effet, les vieux contes ont rarement une issue joyeuse, et l'auteur, Kazuhiro Fujita, va souvent nous le rappeler. Néanmoins, c'est l'opportunité pour lui d'apporter toutes sortes de réflexions sur l'histoire de ces contes, leur cruauté et leur morale malsaine. Bien que très fidèle dans la représentation des histoires et des personnages qu'il fait intervenir, Fujita se permet d'être très inventif au moment de se réapproprier les fables, si je puis me permettre cette appellation, grâce au coup de lune, un événement qui change l'apparence et la personnalité d'un personnage, leur permettant de remettre en question leurs conditions, leur rôle, etc. Kazuhiro Fujita est un artiste total qui ne fait que s'améliorer et il en va de même pour son dessin, dans un style avec beaucoup de personnalité et d'originalité pour un manga shonen. Merci d'ailleurs à Kana d'éditer ce manga en France. Vous en avez assez des séries de mangas qui s'éternisent ? Ce n'est pas le cas en tout cas du Clan des Tengu, un manga de Io Kuroda, édité chez Casterman et qui fait 4 tomes. Shinobu, apprenti Tengu de son état, vit avec son maître, ou plutôt survit, en vagabondant et en cherchant pitance dans les poubelles. Le maître de Shinobu est en effet un authentique Tengu et fier de l'être, et, de ce fait, refuse de s'intégrer à une société humaine qui ne les vénère plus, ou pire, qui a oublié leur existence. Ici, le Tengu n'est ni un esprit malveillant, ni une caricature lubrique. C'est avant tout la représentation d'une idéologie passéiste, une critique du fanatisme religieux. Si avant le début de l'histoire, Shinobu a tout quitté pour devenir une vraie Tengu, elle n'est pas pour autant déconnectée du monde des humains. On s'attache très vite à elle, et suivre ses mésaventures et les mystères autour de son double est captivant. Peu d'histoires m'ont donné les émotions que j'ai ressenties en lisant ce manga, si bien que j'ai du mal à les définir. Une mélancolie et un malaise accentués par un dessin pour le moins sinistre nous accompagnent dans une lecture riche en mystères, rebondissements et drames humains. Kitaro le repoussant est un incontournable, surtout lorsqu'on écrit une chronique sur les yokai dans les mangas. Kitaro n'est pas seulement un enfant mort-vivant et borgné, c'est aussi un univers, ou plutôt une ambiance. A l'inverse de Moonlight Act, l'auteur Shigeru Mizuki déforme et remodèle complètement le bestiaire des monstres légendaires. Dans cette histoire découpée en épisodes indépendants, l'auteur se permet d'embarquer Kitaro dans tellement d'aventures différentes, de la croisière en enfer au combat de robots géants. Le manga est sombre, parfois sinistre, mais toujours léger et amusant. Le monstre le plus glauque et menaçant n'est de toute façon jamais de taille face à l'ingéniosité de Kitaro. Kitaro, c'est une institution du manga surnaturel jeunesse et c'est chez Cornelius en France. Keep your hands off Aizuken. Peut-être que vous en avez assez des histoires de clubs lycéens. Pourtant, faites-moi confiance, ici, on a le meilleur club de l'animation japonaise depuis le club de muscu de Mob Psycho 100. Aizuken, soit club de vidéo, est en réalité un club de passionnés à la gloire de l'animation. La passion, c'est le maître mot. Impossible de ne pas s'attacher au trio d'héroïnes pour les suivre dans leur délire. Masaki Yuasa est décidément le maître des adaptations wholesome. Mais quel rapport avec les yokai ?
À leur recherche d'inspiration pour leur production, les héroïnes, surtout Asakusa, vont explorer leur ville et s'inspirer de son urbanisme alambiqué et de ses légendes urbaines. Mais utiliser les kappas est très pratique pour Asakusa. Faire un animé, c'est difficile. Pour simplifier l'exposition, on exploite les connaissances du spectateur. En effet, nul n'ignore que les kappas ont la peau verte, une assiette sur la tête et vivent dans l'eau. Sans une ligne de dialogue, mais grâce à un simple changement de chara design, Asakusa transmet toutes les informations importantes. Utiliser les monstres pour parler de guerre, d'intolérance et d'ostracisation n'est pas devenu un cliché pour rien. Plus qu'à attendre que le manga original de Sumito Ohara se trouve un éditeur français. Bakemonogatari n'est pas une recommandation facile. L'érotisme de l'œuvre, les obsessions malsaines de l'auteur du light novel original Nishio Isin, ainsi que le fait que le manga soit illustré par O'Great, a tout pour dissuader les gens de bonne famille que sont mes auditeurs. Pourtant, me voici à recommander ce manga, et même à le considérer comme une très bonne porte d'entrée dans l'univers. Avec son dessin spectaculaire et ses grands aplats, O'Great installe une atmosphère froide et morose qui rend justice au ton de la série. Mais le dessinateur transforme l'essai dans les chapitres plus récents du manga, puisqu'il commence à y adapter l'arc Kizumonogatari, c'est-à-dire une préquelle, de façon très maîtrisée. Même si j'ai envie de dire, c'est au prochain arc que tout va se jouer. Les monstres sont beaucoup plus abstraits dans Monogatari. Parfois même, de simples concepts vont tourmenter Araragi et ses amis, l'occasion de faire des réflexions métaphysiques, des jeux d'esprit ou des blagues gênantes. Les mésaventures d'Araragi vont l'amener à cogiter et surtout à se confronter aux autres. Cet ado dépressif sur qui le sort semble s'acharner va apprendre et grandir grâce à la galerie de personnages hauts en couleur à qui il va chercher à venir en aide. D'ailleurs, dans les prochains arcs, ces personnages secondaires gagneront plus d'importance et deviendront même les héroïnes de leurs propres histoires. Voilà qui est très encourageant pour la suite du manga, édité chez Pika. Ce que l'on peut retenir de cette analyse, c'est que même des monstres à l'origine maléfiques et dangereux peuvent servir d'inspiration pour raconter n'importe quelle histoire. Une preuve que la créativité n'est pas tirer ses idées du néant, mais plutôt trouver un moyen ingénieux de se réapproprier ses inspirations.